Air Défense sur BFM Business, vous le savez, on décrypte l'actualité dans l'aéronautique, dans la défense, dans le spatial. Et cette semaine, nous sommes à Toulouse, chez Airbus, et on a le plaisir d'accueillir, c'est vous qui nous accueillez Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder ces quelques minutes. Vous avez le cuir épais. Je ne suis donc pas venu seul. Avec moi, Michel Cabirol, rédacteur en chef du pôle aérospatial, défense, transport, à la tribune. Bonjour Michel. Bonjour Guillaume, bonjour Jean-Baptiste. Guillaume Faury, vous avez publié vos résultats annuels 2025, une année solide. Quels enseignements et quels points saillants vous tirez, vous relevez de ces résultats 2025 ? Effectivement, on vient de publier ce matin des résultats qui, sur le plan financier, sont conformes à nos objectifs, même un petit peu meilleurs. Donc ça, c'est toujours une bonne chose. Surtout qu'on a eu une année très compliquée, avec beaucoup d'événements qui n'étaient pas prévus, essentiellement géopolitiques, mais aussi des événements sur le plan industriel. Et en fin d'année, un problème qualité qu'on a dû adresser et qui nous a impacté sur notre capacité à livrer. Donc, un des enseignements, il n'est pas totalement nouveau, mais il est probablement renforcé par ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'il faut beaucoup de résilience, beaucoup d'agilité, beaucoup de capacité à traiter des problèmes qu'on n'avait pas pu venir et être capable de s'organiser en équipe interne Airbus, nos partenaires et souvent aussi les gouvernements dans le monde entier pour trouver des solutions aux problèmes. Donc résilience. La deuxième, c'est qu'on continue à avoir une très grosse demande pour nos produits. Et on a fait une très bonne année en termes de prise de commande sur l'aviation commerciale, alors qu'on a déjà fait des très grosses années les années précédentes. Donc on continue à prendre en commande plus d'avions qu'on en livre. Donc on a le carnet de commandes qui continue à augmenter, alors qu'il est déjà énorme, il est plus de 10 ans d'activité. Mais aussi et surtout peut-être dans l'activité défense, satellite et hélicoptère. Les deux divisions Airbus Defence and Space et Airbus Helicopters ont battu leur record historique de prise de commande. Ça montre le besoin du marché et la pertinence de nos produits. Ça renforce aussi le besoin de faire la montée en cadence et d'animer l'ensemble de la chaîne de fournisseurs pour répondre à cette demande. Et puis, peut-être je mentionnerai également les difficultés qu'on a eues dans la branche Defense and Space, en particulier les grosses difficultés de 2023-2024 dans le domaine spatial, et le fait que le retournement, le turnaround, comme on dit chez nous, est en train de fonctionner, puisqu'on voit qu'on a un redressement très rapide, très pertinent, et qui nous positionne aussi pour la suite, à savoir l'intégration de nos activités spatiales dans une entité plus grosse avec celle de Thales et de Leonardo. Et donc on pense qu'on va rentrer dans cette coopération en force, mais positivement, c'est-à-dire pour renforcer cette entité et lui donner le maximum de chances d'être un acteur mondial de premier plan. Dans votre bureau, il doit y avoir gravé en lettres d'or cadence de production, ramp-up. Depuis la crise Covid, vous avez quand même Airbus traversé une désynchronisation de la supply chain assez incroyable. Elle n'est toujours pas resynchronisée d'ailleurs. Mais là, vous avez un problème supplémentaire, si je veux dire, et de taille avec les moteurs, et en particulier avec les moteurs américains de Pratt & Whitney. Qu'est-ce qui se passe très concrètement et quels impacts ça va avoir pour vous sur 2026, ou ça pourrait avoir? Alors, il faut se souvenir que dans la crise du Covid, on a ralenti très fortement la production et à certains endroits, elle a même été arrêtée pendant un certain temps. Les entreprises se sont adaptées et beaucoup de gens sont partis de l'industrie parce que le format de l'activité a baissé pendant 1 an, 2 ans, parfois 3 ans. La remise en route, elle est très difficile. En fait, moi j'aime bien dire, dans un avion, il y a 3 millions de pièces. On ne livre pas l'avion s'il en manque quelques-unes. On ne livre pas un avion presque fini. Donc il faut que l'ensemble de la chaîne de fournisseurs soit à l'heure, au bon niveau de qualité, et on va au rythme du plus lent. Donc quand on remet en route une chaîne de fournisseurs, c'est difficile. Et quand en plus on le fait dans une montée en cadence, c'est-à-dire les besoins dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont bien supérieurs à l'offre aujourd'hui, on est en permanence en train de tirer sur une chaîne de fournisseurs qui fait le mieux qu'elle peut. Et effectivement, cette année, de façon pas totalement inattendue mais assez décevante, on fait face à une situation où un des 2 fournisseurs de moteurs de la famille A320 fait défaut par rapport à ses engagements précédents à court terme sur le nombre de moteurs qui va nous livrer cette année. Et donc, alors qu'on est en pleine montée en cadence, on a dû annoncer une guidance, c'est-à-dire une indication au reste du monde d'un nombre d'avions à livrer pour cette année, pour 2026,
moins élevé que ce qu'on avait comme ambition et ce qu'on avait d'une certaine façon indiqué précédemment, avec des impacts assez significatifs sur le plan financier, parce que les avions qu'on ne va pas livrer ne généreront pas de revenus, évidemment, et ni de marge, mais surtout, on a toute la chaîne de fournisseurs qui est lancée. On ne veut pas l'arrêter parce que le ramp-up il continue derrière, et donc on va être amené à gérer des situations d'inventaire, de stock et d'ajustement de la production qui va vraiment être compliqué. Et donc on a fait une guidance au marché dans un environnement de production compliqué sur la 320 pour cette raison particulière. Juste un mot avant de dérouler la suite. Vous avez réaccueilli au Bercail, si j'ose dire, depuis le 1er janvier, Lars Wagner, qui était chez MTU, qui était avant chez Airbus, qui revient chez vous. Vous aviez avec Christian Scherer un super vendeur, et vous avez avec Lars Wagner un super industriel. Ça va être quoi son rôle très précisément dans la machine, dans la machine Airbus, dans les chaînes d'assemblage? Peut-être quelques points avant de passer à votre question. Il y a beaucoup de changements dans l'équipe cette année, des changements importants, des changements qu'on avait prévus, c'est des choses qu'on a fait de longue date et de façon structurée et organisée, mais quand même, on change de patron de la partie aviation commerciale, Christian Scherer qui est remplacé par Lars Wagner. On change aussi au mois d'avril le patron de la division hélicoptère qui m'est très cher. Après 8 ans où Bruno a fait un super boulot, c'est Mathieu Louveau qui va prendre la main. On a changé l'année dernière de directeur des ressources humaines ou de directrice des ressources humaines. Mathieu Louveau est patron de la stratégie, donc on va avoir un nouveau patron ou patronne de la stratégie qui va arriver, donc c'est beaucoup de gens qui changent. Mais c'est beaucoup de gens de grande valeur qui arrivent. C'est ça qui est très important pour moi, c'est qu'on arrive à faire monter ou à attirer des gens de très grande valeur. Lars en est clairement un. Il a une histoire chez Airbus, il connaît Airbus de l'intérieur, il va aussi avoir une vision de quelqu'un qui vient de l'extérieur et en particulier du monde des moteurs, ce qui est très important pour nous parce qu'on voit que c'est un des enjeux principaux qu'on a adressé et c'est effectivement un vrai industriel. Sa feuille de route, elle n'est pas différente de celle de Christian, il va venir avec des atouts, des savoir-faire, des forces différentes et il a une équipe autour de lui qui est une très bonne équipe, mais évidemment la montée en cadence dont je parlais précédemment est très importante, la préparation de la succession de la 320 est très importante aussi, puisqu'on va avoir dans 3 jours l'anniversaire du premier vol du premier A320. C'était le 22 février 1987. Le temps passe. Donc, ce produit qui est un succès extraordinaire est aussi un produit qui a l'âge de ses artères, ou je ne sais pas, de ses commandes de vol, ou peu importe. Mais il faut préparer la suite, et c'est aussi un des enjeux très importants de ce qu'on fait chez Airbus, préparer la suite. Et puis dans le domaine de la défense, de l'espace, des hélicos, c'est créer la taille critique et la puissance de feu dont on a besoin, sans mauvais jeu de mots, pour monter en cadence, pour équiper l'Europe, pour trouver des solutions qui soient des solutions performantes, économiquement viables, dans un environnement qui est contraint sur ses ressources. Les pays ont des difficultés budgétaires, mais ils ont des grands besoins militaires. Et notre rôle, nous, acteurs européens, c'est d'apporter le plus possible de solutions à ces questions. Alors, on a toujours parlé du match Airbus-Boeing. Aujourd'hui, la compétition se resserre. Boeing revient un peu dans le jeu. Est-ce que c'est bénéfique pour Airbus de façon à aller plus haut, plus loin et plus fort? Et pour le marché, est-ce que c'est quelque chose de bien? Alors pour le marché, la réponse est claire. Oui, c'est beaucoup mieux d'avoir de la concurrence, de la compétition et que cette compétition soit active, qu'elle ne soit pas déstabilisée par un des acteurs qui a des grosses difficultés. Pour nous, ça nous rend les choses plus difficiles. Alors oui, c'est positif dans le sens où ça nous oblige à être plus innovants, à être plus économiquement performants, à regarder les choses, à être meilleurs en stratégie, en politique de produit. Donc ça nous stimule. Maintenant, le retour de Boeing, c'est aussi un concurrent très fort sur les marchés. Et effectivement, pour la première fois depuis 7 ou 8 ans, je ne sais plus exactement, ils sont devant nous en termes de prise de commande. Alors, il y a un grand rattrapage à faire, parce qu'on a aujourd'hui tellement devant en termes de carnet de commandes qu'on ne peut pas toujours être devant en termes de prise de commande. On reste très significativement devant en termes de livraison. On a des produits très compétitifs, mais on est aussi limité par notre propre chaîne d'approvisionnement et on a des chances assez fortes de voir Boeing continuer à se rapprocher. C'est à nous de continuer à avancer dans les produits pour innover et retrouver des marges de progrès, aussi pour rester à distance du nouvel entrant dans le marché qui est Comac, qui pour l'instant est à petite échelle, avec un produit qui est probablement pas exactement ou pas encore à la hauteur des autres dans le marché, mais avec des Chinois qui ont beaucoup d'ambition et dont on a vu dans d'autres industries qui sont capables d'aller très vite et parfois de dépasser de façon plus ou moins inattendue les constructeurs occidentaux. Donc il faut rester très très humble, il faut savoir que c'est un jeu de long terme, mais où la vitesse
compte et où la créativité, l'innovation, l'inventivité font des grosses différences. Alors justement, vous êtes un groupe mondial et pas seulement européen, même si vous avez un ADN européen. Est-ce que vous avez l'impression, dans votre empreinte industrielle mondiale, vous avez des pays à risque? Évidemment, on pense à la Chine à l'avenir, ou même aux États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, votre empreinte industrielle est, dans certains pays est à risque? Alors, en fait, on a une empreinte industrielle qui est effectivement très globale. Et par rapport aux autres acteurs de l'aéronautique et de la défense, je crois qu'on est les plus globaux. Si on se compare par rapport à Boeing, c'est clair. Boeing est un acteur qui produit aux États-Unis et qui exporte dans le reste du monde. Nous, on produit en Europe, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Si on prend les hélicos aussi au Brésil et évidemment beaucoup en Asie et particulièrement en Chine en ce qui concerne l'aviation commerciale. Ça vient avec des avantages et des inconvénients. Des avantages, c'est qu'on est très présent localement, qu'on a une proximité avec les clients, avec les gouvernements, les régulateurs, et qu'on a une proximité, une intimité avec ces joueurs-là qui est forte, et qu'ils ont aussi envie qu'on réussisse. Voilà. Maintenant, ça vient avec des risques aussi, puisqu'on est leader mondial, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui aimeraient bien faire à notre place ce qu'on fait, et donc il ne faut pas être naïf sur le fait que les clients, les partenaires sont aussi potentiellement des concurrents, et donc il faut être capable de trouver, de naviguer le mieux possible pour tirer parti des opportunités et arriver à limiter les risques dans le temps. Le modèle change, le monde est très différent de ce qu'il était il y a quelques années, donc on est amené à dupliquer pas mal de choses en termes d'approvisionnement pour être moins fragile à des vulnérabilités, ce qu'on appelle des single point of failure, des points uniques de vulnérabilité, et on essaie aussi plus de faire du local pour local, c'est-à-dire de moins dépendre des flux internationaux, mais ça c'est un changement qui prend beaucoup de temps. Il n'y a pas vraiment de gagnants et de perdants dans tout ça, mais c'est plus résilient en termes de système. Et puis, on est attentif aux changements dans le monde. Ce que j'ai dit d'ailleurs vaut pour l'aviation commerciale et l'aviation civile. Dans le domaine militaire, c'est très différent. Dans la défense, on est très européen. On exporte à l'extérieur, mais on n'a pas envie d'être trop dépendant d'acteurs, d'autres acteurs sur la partie défense, parce que les États, qui sont nos clients et qui souvent sont les donneurs d'ordre de développement, ils veulent des solutions qui sont souveraines. Un mot sur l'empreinte industrielle dont parlait Michel, effectivement. Vous avez inauguré, en tout cas Catherine Vautrin et son homologue en Inde il y a quelques jours, une ligne d'assemblage pour les hélicoptères dans le pays. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de signal stratégique? Vous n'allez pas ouvrir évidemment de FAL, enfin de ligne d'assemblage pour les avions en Inde à court terme en tout cas, sauf si vous nous le dites. Mais comment vous regardez l'Inde et qu'est-ce que stratégiquement déjà l'ouverture d'une ligne d'assemblage sur place signifie pour Airbus? Alors l'Inde est vraiment un terrain de jeu extraordinairement fascinant en ce moment. Ils sont 1,5 milliard. Ils vont en termes de croissance très vite. Il y a des gens extrêmement brillants en Inde. Il y a des grandes entreprises maintenant qui ont beaucoup de moyens. Et il y a une vision du pays dans beaucoup de domaines, et en particulier dans le domaine industriel. Donc l'Inde est typiquement aujourd'hui un client, un partenaire émergent, à la fois comme marché, comme partenaire et comme source d'approvisionnement et de trouver des bons fournisseurs là-bas. Ce qu'on fait en Inde, c'est de se développer. Et on se développe essentiellement par de l'activité commerciale, mais aussi par de l'activité de production locale. Et on l'a fait dans le domaine militaire, le projet Make in India avec le C295 plutôt, localisé en Inde. C'est le premier grand projet Make in India qui est devenu une réalité. Et ça nous a fait apprendre beaucoup de choses. Ça nous a permis de travailler avec Tata de façon très intégrée, d'apprendre à les connaître et eux d'apprendre à nous connaître. Et on est très content du résultat. On n'est pas au bout, mais bon. Et donc on continue à avoir d'autres initiatives, en particulier dans le domaine des hélicoptères, parce qu'on pense que localiser la production là-bas va nous permettre d'être plus efficaces pour le marché indien, mais aussi d'être un constructeur local dans une certaine mesure, et donc d'accéder à des marchés auxquels on aurait eu beaucoup plus de difficultés à accéder. Et puis au fur et à mesure, de trouver des fournisseurs avec lesquels on va pouvoir travailler et donc d'augmenter notre panel de fournisseurs dans le monde et gagner en compétitivité. Donc c'est vraiment un marché pour lequel on est très engagé. C'est aussi un marché très important dans l'aviation commerciale. On a signé au moment du Bourget 2023 des contrats vraiment historiques avec Indigo ou avec Air India. Et donc c'est un pays où on va souvent, où on est très présent, on a une équipe locale de très bonne qualité et on a des contacts vraiment de plus en plus fréquents et de plus en plus intimes avec l'ensemble des activités civiles ou militaires là-bas. Donc c'est un terrain de jeu très intéressant. Et puis on voit qu'il nous apporte des choses. C'est vraiment dans les deux sens et c'est ça qui est très positif.
On parlait de défense et précisément du SCAF. Il y a eu beaucoup de déclarations ces derniers jours sur le SCAF, des déclarations politiques. Moi, j'avais une question quand même. Est-ce que les ponts sont définitivement coupés entre Airbus et Dassault Aviation sur en tout cas sur le SCAF tel qu'il a été imaginé jusqu'à présent? Les ponts coupés, ils ne le sont pas. Il ne faut pas transformer ça en un sujet presque personnel. Ce n'est pas le cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a du mal à trouver le chemin vers l'avant et que la complexité de la gouvernance dans le temps d'un programme très large, servant des États, l'Allemagne, la France, l'Espagne, qui viennent avec des attentes qui sont parfois compétitives, concurrentes, ou de faire la même chose ensemble, et puis parfois sur des objets de nature et d'emploi différents, le besoin d'être sûr que dans le temps, ces objets complexes, un avion d'armes, va pouvoir être modifié par chacune des parties quand elle voudra y mettre des systèmes spécifiques, des armements spécifiques. Ça met un niveau de contrainte, un champ de contrainte qui est important. Et donc on a du mal à faire le passage de la phase 1B à la phase 2 d'une façon qui corresponde aux attentes de nos gouvernements. Il faut se souvenir qu'il y a 3-4 ans, on avait eu des difficultés à la rentrée dans la phase 1B. Il y a des gens qui disaient que ça n'aura jamais lieu, puis on avait fini par trouver des solutions. Moi, j'appelle de mes voeux qu'on finisse par trouver des solutions qui ne seront peut-être pas celles qui étaient imaginées il y a un an, mais des solutions qui permettent, d'avoir un programme européen de défense pour ce système très complexe, qui est si important pour, je dirais, la stratégie de protection de l'Europe. C'est un programme entre l'Allemagne, la France et l'Espagne, qui sont des pays qui sont très très chers à Airbus, puisque c'est nos 3 pays actionnaires et des pays dans lesquels on a des très grosses activités industrielles, beaucoup d'employés, et on sert ces clients-là. Ce qui est important pour nous, c'est de faire quelque chose qui fonctionne pour nos clients à la fin, qui soit efficace. On est convaincu qu'il faut une coopération européenne et que c'était quelque chose à l'échelle européenne. Et c'est vrai que sur ces sujets-là, parfois les avis ne sont pas les mêmes. Et donc il faut que les solutions fonctionnent pour chacune des parties, pas juste pour une seule des parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 avions différents? C'est un scénario qui est aujourd'hui envisagé, sachant que 2 avions différents, le 350-900 et le 350-1000, c'est 2 avions différents. Mais ils ont un niveau de communauté qui est extrêmement élevé. Ils ont 2 moteurs différents, il ne faut pas l'obliger. Mais c'est quand même des technologies très très similaires. Après, on connaît des avions de chasse en Europe qui n'ont pas une seule pièce en commun. Donc voilà, c'est ça, je dirais, le champ des possibles. Est-ce qu'on va vouloir et pouvoir garder un niveau de communauté important dans un programme en commun, ou est-ce que les divergences vont être telles que finalement c'est des développements qui vont suivre chacun leur voie séparée? Moi, j'espère qu'on va trouver une solution qui continue à permettre de travailler ensemble. Je pense que c'est ce dont l'Europe a besoin. D'ailleurs, je pense que cette partie-là ne fait pas débat. On l'entend de tous les acteurs, ou presque. Après, c'est comment on le rend possible. Et aujourd'hui, on n'a pas la solution et on est effectivement dans une difficulté, dans une vraie difficulté sur l'équilibre, gouvernance, compétitivité et servir l'ensemble des besoins. Airbus saurait faire un avion tout seul, un avion de chasse tout seul ou pas? On sait plutôt faire des avions tout seul, oui, ça, il n'y a pas de problème. Et on est, faut pas l'oublier, on est l'acteur principal ou co-acteur principal de l'Eurofighter, qui n'est pas toujours très bien connu en France, mais il y a en Europe 2 avions nationaux et un avion européen. Et l'avion européen, c'est l'Eurofighter, c'est un très grand succès, c'est le plus grand succès commercial de l'aviation de chasse en Europe, il ne faut pas l'oublier quand on regarde de Paris. Et c'est aussi un avion déjà en coopération. Airbus est un des acteurs entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc c'est déjà un programme européen. Nous, on sait faire des programmes européens. Donc on a les technologies, on a le savoir-faire de coopération en Europe et on a la volonté de servir un programme européen qui soit à la bonne échelle et au bon niveau pour le futur. Il nous reste 5 minutes pour parler du spatial. Le projet Bromo, alors qu'on appelle Bromo de ce nom qui est votre nom de code, on le sait, pour ce nom de ce volcan indonésien. Le projet Bromo est actuellement, si je ne dis pas de bêtises, sous les fourches codines, on va dire, de l'antitrust à Bruxelles. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités de la concurrence bruxelloises ont bien pris en compte, ont bien pris en compte que le spatial est plus important que jamais, qui vont en tenir compte dans l'étude du dossier qui, je rappelle, vous lie avec Thales et avec Leonardo, ce dossier? Alors, effectivement, Bromo, c'est le nom de code à l'origine du projet de rapprochement des activités de fabrication de satellites et de services satellitaires d'Airbus, de Thales et de Leonardo.
Et ce nom de code, il est devenu connu. Et je dis maintenant, Bromo n'est pas un gros mot, parce que Bromo, ça devient quasiment le nom de la société. Je ne sais pas Ça si va on être dur de gardera, revenir en arrière. je sais pas si on gardera ça à la fin. Mais qui En a tout eu cas, cette idée? je ne sais même pas. Je sais que c'est le nom d'un volcan en Indonésie, mais c'est tout ce que je sais. Bon, ce qui est important, c'est que, les 3 partenaires, on est absolument convaincus que c'est la bonne chose à faire. On l'était il y a 2 ans, on l'était il y a 1 an, on l'est aujourd'hui, et je pense qu'on continuera à l'être parce qu'on voit que la mise en commun de ces savoir-faire, de ces compétences, dans une industrie qui a besoin d'échelle, parce que c'est des très gros investissements pour un petit nombre de produits, ça fait toute la différence en matière de compétitivité. Je pense que c'est bien compris en Europe, de nos clients, des gouvernements, et il y a une vraie volonté de voir ce projet réussir. Maintenant, les autorités antitrust à Bruxelles, elles travaillent dans le cadre d'un règlement et d'un certain nombre de contraintes. Donc c'est à nous d'être suffisamment convaincants, de démontrer que notre dossier est un bon dossier et d'obtenir leur approbation. C'est clair que dans ce monde qui se polarise et où les enjeux militaires et les enjeux de souveraineté sont très importants, le raisonnement qui amène à faire Bromo, il est bien compris de tout le monde. Mais une fois encore, les autorités antitrust, qu'elles soient européennes ou pas, elles ont des règles, elles doivent se conformer à ces règles, et c'est à nous de démontrer qu'on a un bon dossier et que ce dossier est justifié. Et loin de moi l'intention de tordre la main des autorités antitrust, parce que je pense que ce serait contre-productif. Il faut au contraire les convaincre et leur montrer que notre dossier est un excellent dossier, ce que je pense fondamentalement. Néanmoins, il y a le niveau des remèdes qui pourrait être demandé par la Commission européenne pourrait entraîner un veto de la part des industriels de faire effectivement cette consolidation. C'est comme dans tout dossier de rapprochement. Aujourd'hui, nous, on voit les raisons pour lesquelles on veut le faire. Si les remèdes, comme ça s'appelle, font un redécoupage dans un autre sens de l'objet qu'on essaye de créer et que ça perd la substance, bah oui, ça fait échouer le projet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de concurrents autour de nous dans le reste du monde et des très gros concurrents américains qui vont très vite et qui ont des capacités qu'on n'a pas pour justifier que ce qu'on essaye de créer est une façon d'être compétitif et de subsister dans cet environnement. Si on ne le fait pas, il faut quand même être honnête avec nous-mêmes, et même si ça va un petit peu mieux ces derniers temps, on a un risque très fort, non pas seulement de déclassement, mais de voir un certain nombre de ces activités disparaître, parce qu'on n'aura pas l'effet d'échelle nécessaire pour survivre. C'est des industries où seuls les tout meilleurs survivent, et les autres, au mieux, vivotent, mais souvent disparaissent ou sont absorbés. Si on veut une activité spatiale souveraine et compétitive, aussi compétitive sur le plan militaire, capable de protéger l'Europe, il faut s'en occuper. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc j'espère qu'on va être suffisamment convaincant de ce point de vue-là. On a parlé des cadences de production dans l'aéronautique civile. Est-ce qu'il y a un sujet pour vous, cadence de production dans le spatial? Je pense notamment à ce contrat que vous avez passé avec Eutelsat qui vous allez livrer plus de 400 satellites dans les années qui viennent. Vous avez rapatrié la production de OneWeb, enfin une partie en tout cas, ici à Toulouse depuis les États-Unis. Est-ce que vous êtes prêt à sortir dans les années qui viennent des satellites comme des petits pains? En tout cas en orbite basse, pas des... Alors, je ne suis pas boulanger, je ne me rends pas bien compte de ce que ça veut dire de sortir les choses comme des petits pains. Ce qui est sûr, c'est qu'on accélère très fortement. Il va falloir aller vite, quoi. Non, je plaisante. Et on comprend bien l'image, effectivement, d'une accélération très très importante des cadences de production sur des objets beaucoup plus industrialisés et des défis que ça représente. Bon, on l'a déjà fait, parce que les satellites OneWeb, on en a déjà fait beaucoup. Il y en a des centaines qui sont en orbite aujourd'hui. Ce qui est important sur ce point-là, c'est que en fait, tous nos métiers sont en montée en cadence. Il y avait quelques exceptions, le spatial en était un ces dernières années, et puis là on voit le rebond de l'activité spatiale. Quand on a les bonnes technos et qu'il y a des besoins, on vient vers nous. Et en fait, on a une montée en cadence à faire dans l'aviation commerciale pour tous nos produits, dans les hélicoptères pour tous nos produits, dans l'aviation militaire quasiment pour tous nos produits, dans le domaine de l'espace pour quasiment tous nos produits, et dans le domaine des services pour le soutien aux flottes en service ou aux utilisateurs, ça monte aussi très fortement. Donc nous, on a les bons problèmes de la croissance, mais ça reste des problèmes. Et effectivement, on voit que croître très vite dans le domaine industriel, dans le domaine des objets physiques, c'est quelque chose de difficile. Et donc, on a du recrutement, de la formation, de l'accès à la chaîne de fournisseurs, des infrastructures, des bâtiments, de l'IT, tout ça à gérer en même temps. Et oui, ça ne se fait pas tout seul. Peut-être une dernière question, Jean-Baptiste. On va peut-être finir sur la préférence européenne, que ce soit évidemment aussi bien sur le militaire que sur le spatial. Vous êtes un groupe évidemment européen. Pour vous, la préférence européenne, c'est super important, mais on a l'impression que ça ne marche pas en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut être honnête et constater qu'on n'a pas du tout en Europe aujourd'hui une préférence européenne, comme les États-Unis ont une préférence américaine,
ou comme les Chinois ont une très forte préférence chinoise quand il y a des solutions en place. Voilà, donc on est effectivement assez mauvais collectivement pour faire ça, parce que la réalité dans laquelle on a été jusque-là était très différente. On était dans un monde ouvert, de level playing field, où des règles s'appliquaient à tout le monde, y compris les règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, et on pouvait penser qu'un marché ouvert, si les autres faisaient la même chose, était la façon la plus efficace de faire de l'activité économique. Bon, ça, c'est plus le cas. Clairement. Et on voit que le basculement en Europe, qui est une Europe des 27, où il n'y a pas toujours des intérêts alignés, puis il n'y a pas un chef qui commande tout le monde, mais il y a 27 chefs qui voient midi à leur porte et qui sont élus par leurs citoyens, ça rend la coopération beaucoup plus compliquée. On a clairement, il faut changer de vitesse. Nous, on est chez Airbus une entreprise européenne, on travaille par-delà les frontières. C'est extrêmement frustrant de voir comment la somme des optimums locaux nous met très 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 loin de ce que serait l'optimum global d'une Europe intégrée et la puissance de feu que pourrait avoir une Europe intégrée. Et dans le domaine de la défense, c'est difficile parce que chaque pays est souverain. Il assure sa sécurité et sa défense, c'est dans les textes européens. Et donc céder de la souveraineté pour la faire monter au niveau européen, ça veut dire perdre de la souveraineté pour gagner de la souveraineté au niveau d'au-dessus. Et ça, on voit qu'aujourd'hui, c'est très difficile. On est aussi à un moment où les pays dépensent plus d'argent, donc ont le sentiment d'avoir finalement plus de marge de manœuvre en national et d'avoir moins besoin d'aller en coopération, alors qu'en fait, je pense que ce serait une opportunité d'aller en coopération. Donc, Bruxelles essaye de créer les conditions de plus de coopération en Europe dans le domaine de la défense, mais chaque projet se heurte à des difficultés. On essaie de faire notre part du boulot dans le spatial en créant un acteur intégré, pour rendre beaucoup plus facile pour les pays de venir vers nous, vers un acteur intégré, avec des demandes communes. Quand les acteurs ne sont pas intégrés, il y a en plus des bagarres entre industriels. Voilà, donc on a beaucoup de chemin à faire, nous les Européens. On dit que l'Europe progresse par les crises. Je pense qu'on a une bonne crise. Il va falloir qu'on surmonte cette crise positivement et qu'on crée des solutions qui n'existent pas aujourd'hui. Guillaume Faury, merci beaucoup, président exécutif d'Airbus. Merci de nous avoir accueillis chez vous et de nous avoir accordé beaucoup de temps. On a bien profité. Un grand merci. Et puis on se retrouve, nous, dans Air Défense avec Michel la semaine prochaine. Et on sera de retour à Paris. Peut-être au soleil, parce qu'il pleut ici à Toulouse. Air et Défense sur BFM Business.